Dans les rues, les lumières des bars s'allument, les marchés ferment, les taxis ralentissent, et quelque chose d'étrange se produit. Les rues deviennent soudainement plus calmes. Des groupes de personnes se rassemblent devant des écrans. Dans les maisons, les familles s'assoient devant la télévision. Dans les bars, les tables sont pleines. Tout le monde regarde la même chose. Un match de football. Dans un stade immense, 2 équipes nationales entrent sur le terrain. Les tribunes sont pleines. Des milliers de drapeaux flottent. Les chants des supporters montent comme une vague. Mais dans une loge VIP, l'atmosphère est différente. Un homme en costume observe le terrain. C'est le président de la République. À quelques mètres de lui se trouve un autre homme, plus discret, moins connu du grand public, mais peut-être tout aussi puissant, le président de la Confédération africaine de football, la CAF. Ces 2 hommes représentent 2 univers différents, la politique et le football. Mais ce soir-là, leurs mondes se rencontrent. Et derrière les applaudissements, derrière les caméras, derrière la passion des supporters, une question invisible flotte dans l'air. Qui détient vraiment le pouvoir? Le sport le plus puissant d'Afrique. Pour comprendre cette question, il faut d'abord comprendre une chose. Le football en Afrique n'est pas seulement un sport, c'est une émotion collective, une force sociale, une énergie capable de transformer l'humeur d'un pays entier. Dans certaines villes africaines, un match important peut changer le rythme de toute la journée. Les commerces ferment plus tôt, les rues se vident, les transports ralentissent, tout le monde veut voir le match. Dans les bars, les gens crient, dans les maisons, les familles discutent. Dans les rues, les enfants jouent au football avec des ballons improvisés. Le football est partout. Mais pourquoi ce sport a-t-il une influence aussi énorme? La réponse est simple. Parce qu'il crée quelque chose de très rare. L'unité. Dans des sociétés souvent marquées par des divisions politiques, des différences ethniques, des tensions économiques, le football devient l'un des rares moments où tout le monde se sent du même côté. Quand l'équipe nationale marque un but, les différences disparaissent. Pendant quelques secondes, tout le monde célèbre ensemble. Et cette émotion collective peut être extrêmement puissante. Assez puissante pour attirer l'attention des dirigeants politiques, les présidents et le football. Depuis plusieurs décennies, les dirigeants africains ont compris le pouvoir du football. Certains ont décidé de soutenir massivement ce sport. D'autres ont utilisé les succès sportifs pour renforcer leur image. Quand une équipe nationale gagne un tournoi important, les images sont souvent similaires. Les joueurs reviennent au pays. Une foule immense les accueille à l'aéroport. Les supporters chantent. Les drapeaux flottent. Et au centre de cette célébration se trouve souvent une figure familière. Le président du pays. Il félicite les joueurs. Il annonce des primes, il promet des récompenses. Pour beaucoup de citoyens, ce moment crée un lien émotionnel entre la victoire sportive et le leadership national. Mais derrière ces célébrations se cache une réalité plus complexe. Parce que le football africain ne dépend pas seulement des gouvernements. Il dépend aussi d'une organisation continentale. Une organisation qui possède un pouvoir immense. La Confédération africaine de football. La naissance d'une institution puissante. La CAF a été fondée en 1957. À l'époque, le football africain était encore en développement. Peu de pays participaient aux grandes compétitions internationales. Mais au fil des décennies, la CAF est devenue l'une des organisations sportives les plus importantes du continent. Elle organise aujourd'hui plusieurs compétitions majeures. La plus célèbre est la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Tous les 2 ans, les meilleures équipes du continent s'affrontent pour devenir championnes d'Afrique. Mais la CAF ne gère pas seulement les compétitions. Elle gère aussi les programmes de développement du football, les relations avec les sponsors, les droits de diffusion télévisée. Et ces droits représentent aujourd'hui des sommes considérables. Des centaines de millions de dollars circulent dans l'économie du football africain. Mais l'influence de la CAF ne se limite pas à l'argent. Elle repose aussi sur une décision très stratégique. Une décision qui peut transformer l'image d'un pays entier. Choisir quel pays accueillera la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition pour accueillir la CAN. Organiser la CAN est l'un des projets sportifs les plus ambitieux pour un pays africain. Pour accueillir le tournoi, un pays doit construire plusieurs stades modernes. Il doit améliorer les routes, construire des hôtels, renforcer les infrastructures de transport. Ces projets coûtent souvent des centaines de millions de dollars, parfois même plus. Alors pourquoi les gouvernements acceptent-ils ces dépenses? Parce que la CAN offre quelque chose de très précieux, la visibilité internationale. Pendant plusieurs semaines, les caméras du monde entier se tournent vers un seul pays. Les images diffusées montrent des stades pleins, des cérémonies spectaculaires, des supporters venus de tout le continent. Pour un gouvernement, c'est une opportunité unique, une occasion de montrer que le pays est stable, moderne et capable d'organiser un événement international majeur. Mais il y a un problème. La décision finale n'appartient pas au gouvernement. Elle appartient à la CAF. Les coulisses des décisions.
Dans les coulisses du football africain, les décisions importantes ne se prennent pas toujours devant les caméras. Elles se prennent souvent dans des salles de réunion, autour de grandes tables, entre dirigeants du football, et parfois avec la présence de représentants politiques. Les candidatures pour accueillir la CAN sont examinées avec attention. Les infrastructures proposées, les garanties financières, la capacité organisationnelle. Mais dans certains cas, les discussions peuvent aussi être influencées par des facteurs politiques. Les relations diplomatiques, les alliances régionales, les intérêts économiques, tout cela peut jouer un rôle dans la décision finale. Et c'est là que la frontière entre sport et politique devient floue. Quand la politique entre dans le football, dans plusieurs pays africains, les gouvernements jouent un rôle important dans le développement du football. Ils financent les infrastructures, ils soutiennent les équipes nationales, ils investissent dans les programmes de formation. Mais parfois, cette implication peut devenir trop directe. Certains gouvernements tentent d'intervenir dans les fédérations nationales. Ils veulent influencer les élections internes, nommer certains dirigeants, contrôler certaines décisions. Et lorsque cela se produit, un conflit peut apparaître. Parce que les règles du football international sont très strictes. La FIFA et la CAF interdisent l'ingérence politique dans les fédérations. Si un gouvernement intervient trop directement, les sanctions peuvent être sévères. La sanction la plus redoutée dans le football international est la suspension. Quand un pays est suspendu, ses équipes ne peuvent plus participer aux compétitions internationales. Pas de Coupe d'Afrique, pas de Coupe du Monde, pas de tournois continentaux. Pour les supporters, c'est une punition terrible. Pour les joueurs, c'est une carrière qui peut être compromise. Et pour les gouvernements, c'est une crise politique. Car le football occupe une place si importante dans la société que sa disparition peut provoquer une réaction nationale. C'est pourquoi les dirigeants politiques doivent souvent marcher sur une ligne très fine. Soutenir le football, mais sans sembler le contrôler. L'élection qui peut changer le football africain. Tous les 4 ans, un événement discret se produit. Il n'est pas diffusé à la télévision. Il ne provoque pas de foule dans les rues. Et pourtant, il peut changer le destin du football africain. L'élection du président de la CAF. Contrairement aux matchs spectaculaires que les supporters voient chaque semaine, cette élection se déroule dans des salles de conférence, des hôtels luxueux, des réunions fermées, des discussions diplomatiques. Les votants ne sont pas les supporters. Ce sont les présidents des fédérations nationales. Chaque pays possède une voix. Et cette voix peut décider qui contrôlera le football du continent. Mais derrière ces votes se cachent souvent des alliances complexes, des promesses, des stratégies et parfois des rivalités personnelles. Parce que devenir président de la CAF signifie obtenir une influence énorme. Le pouvoir d'un président de la CAF. Le président de la CAF n'est pas seulement un dirigeant sportif. Il est au centre d'un réseau immense. Il parle avec les présidents des fédérations, les dirigeants de la FIFA, les sponsors internationaux et parfois les chefs d'État. Son influence peut déterminer où se jouent les grandes compétitions, quels projets sont financés, quelles fédérations reçoivent de l'aide. Pour certains observateurs, ce pouvoir ressemble presque à celui d'un ministre continental du sport. Mais contrairement au ministre, le président de la CAF n'est pas élu par les citoyens. Il est élu par les fédérations. Et cette différence change beaucoup de choses. Les alliances invisibles. Avant chaque élection de la CAF, une phase intense commence. Les candidats voyagent à travers l'Afrique. Ils rencontrent les dirigeants des fédérations. Ils discutent avec des responsables sportifs. Mais ces voyages peuvent aussi inclure des rencontres politiques. Parce que dans certains pays, les fédérations sont proches des gouvernements. Et obtenir le soutien d'un État peut influencer le vote d'une fédération. C'est là que la frontière entre sport et politique devient encore plus floue. Les campagnes pour la présidence de la CAF peuvent ressembler à de véritables campagnes diplomatiques. Chaque voix compte. Chaque alliance peut faire la différence. Et parfois, les rivalités deviennent intenses. Quand les rivalités éclatent. Dans l'histoire du football africain, certaines élections de la CAF ont été particulièrement tendues. Les candidats s'affrontent avec des visions différentes. Certains promettent de moderniser le football africain. D'autres défendent la continuité. Mais derrière ces discours publics se cachent souvent des enjeux plus complexes. Influence régionale, réseau d'alliances et parfois rivalité personnelle. Car contrôler la CAF signifie contrôler l'une des institutions sportives les plus importantes du continent. Et ce pouvoir attire forcément les ambitions. L'argent du football. Le football africain n'est pas seulement une passion, c'est aussi une industrie. Les compétitions continentales génèrent des revenus importants. Droits télévisés, sponsors internationaux. Ces revenus sont ensuite redistribués dans le système du football africain. Ils financent les compétitions, les programmes de formation, les infrastructures. Mais la gestion de cet argent peut aussi devenir un sujet de débat. Comment les ressources sont-elles distribuées? Quels projets sont prioritaires? Qui décide? Ces questions sont au cœur de nombreuses discussions dans le monde du football africain. Les sponsors et l'image du continent. Les grandes entreprises internationales ont compris le potentiel du football africain. Des marques mondiales investissent dans les compétitions. Pourquoi? Parce que le football
football africain attire des millions de téléspectateurs. Les matchs de la CAN sont regardés dans tout le continent, et même au-delà. Pour les sponsors, c'est une opportunité unique. Mais pour attirer ces investissements, la CAF doit aussi protéger l'image du football africain. Transparency, organisation, credibility. Ces éléments deviennent essentiels. La pression internationale. Le football africain ne fonctionne pas isolément. Il fait partie d'un système mondial. Au sommet de ce système se trouve la FIFA. La FIFA établit les règles générales du football international. Elle supervise les grandes compétitions mondiales. Et elle surveille aussi le fonctionnement des confédérations continentales. La CAF doit donc maintenir un équilibre délicat, développer le football africain tout en respectant les règles internationales. Cette relation ajoute une autre dimension au jeu de pouvoir. Les supporters, les oubliés du pouvoir. Pendant que les dirigeants discutent dans des salles de conférence, les supporters vivent le football d'une manière totalement différente. Pour eux, le football est une passion, une fierté nationale, un moment d'émotion collective. Ils remplissent les stades, ils chantent, ils voyagent pour soutenir leurs équipes. Et pourtant, ils n'ont aucune voix directe dans les décisions du football continental. Ils ne votent pas pour le président de la CAF. Ils ne participent pas aux réunions. Mais sans eux, le football n'existerait pas. L'équilibre fragile. Au fil des années, une réalité est devenue claire. Une bataille sans discours public, sans slogan, mais avec des décisions qui peuvent influencer l'économie du sport, l'image internationale des pays et la passion de millions de supporters. Et dans cette bataille, le pouvoir ne se trouve pas toujours là où on l'attend.